La prochaine séquence, pardon, la prochaine séance, ça c'est vieux, hein, tout le monde ne s'en souviendra pas ici. Ah ben voilà. Monsieur Alain Chouraki, bienvenue. Vous allez me laisser un tout petit peu de temps pour vous présenter, puisqu'il y a quelques points précis auxquels vous tenez et on peut le comprendre. Donc, vous êtes président fondateur de la Fondation du Camp des Milles, Mémoire et Éducation. Vous êtes fondateur et titulaire de la chaire UNESCO, Éducation à la citoyenneté, Sciences de l'homme et convergence des mémoires. Voilà, vous tenez au tout parce que tout a du sens. Et c'est en fait un réseau d'universités d'une vingtaine de pays différents. Donc vous voyez, voilà, une vision très, très large de la complexité de cette notion de mémoire et d'éducation à la citoyenneté. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS. Et nous allons solliciter pour la séquence qui vient sur cette question des vertiges de l'identité, votre regard à la fois de sociologue et de juriste sur une question simple mais quand même d'actualité depuis toujours presque, et on peut espérer qu'elle le sera de moins en moins. Mais voilà, comment peut basculer une démocratie? On en a des exemples en ce moment. Quels sont les ingrédients d'un tel engrenage? Quels sont les leviers individuels, collectifs, institutionnels? Car si nous savons aujourd'hui que c'est possible de faire basculer une démocratie, nous aimerions surtout savoir comment résister à cela. Donc, monsieur Alain Chouraki, vous avez carte blanche et je reviens vous voir un peu plus tard avec quelques questions. Merci beaucoup. À vous l'honneur. Je souhaite effectivement qu'il y ait des questions et nous allons essayer de garder 20 minutes. Le temps a déjà avancé. Gardez 20 minutes pour ces questions. Bon, merci à chacune et chacun d'être là. Je ne vous vois pas, mais je vous devine attentif. Sinon, vous ne seriez pas là, je l'espère. On verra si j'arrive à maintenir votre attention. Ce que je souhaiterais, c'est vous présenter les résultats à la fois de recherche, mais aussi de terrain, sur cette thématique du vertige identitaire qui a donné son nom au livre que j'ai publié il y a quelques mois. Et donc plus largement de cette question de la domination actuellement dans le débat public, ou de la présence très forte dans le débat public de la dimension identitaire. Ce que je vous propose, c'est d'abord de vous dire d'où je parle, c'est-à-dire sur quoi s'appuient nos recherches. Ensuite, de développer un temps sur l'histoire de la mémoire. Et enfin, et surtout, je dirais, d'en arriver aux résultats ou aux conclusions sur ce que nous disent les outils qualitatifs et quantitatifs d'analyse que nous avons élaborés à partir de l'expérience du passé. Et quand je dis du passé, c'est des passés, du passé de plusieurs grands événements au XXe siècle en particulier, de la Seconde Guerre mondiale bien sûr, mais pas seulement. Aussi ce qui concerne le génocide des Arméniens, le génocide des Tutsis au Rwanda, tout cela dans ce que nous avons appelé dans notre chaire de l'UNESCO la convergence des mémoires, à la fois par opposition à cette notion délétère de concurrence des mémoires, mais aussi pour dire une vérité dans la méthode, c'est-à-dire que nous avons cherché à voir ce qu'il y avait de commun dans les processus individuels, collectifs et institutionnels des différentes tragédies que le XXe siècle a pu connaître. Alors, d'abord, si vous voulez, d'où je parle, cela a été dit, je suis donc responsable de la fondation du Camp des Milles. Le Camp des Milles est aujourd'hui le seul grand camp français d'internement et de déportation encore intact. Il se trouve entre Aix-en-Provence et Marseille. Et on a ouvert un site mémorial il y a une dizaine d'années, c'est le 10e anniversaire dans ce lieu, et afin de
à la fois de conserver le souvenir, c'est-à-dire ce que nous appelons la mémoire révérence au passé et aux souffrances du passé, mais aussi, peut-être même plus, pour en tirer une mémoire référence pour le présent, c'est-à-dire une mémoire utile au-delà du simple plus jamais ça, en quelque sorte. Enfin, simple, c'est une condition sine qua non, le plus jamais ça, mais encore faut-il savoir comment faire pour que plus jamais ça. Du coup, quelle est l'histoire du camp des Milles, très brièvement? Le camp des Milles a ouvert en 1939 et il a été fermé à la fin de l'année 1942. En 1939, entre 1939 et 1940, c'est la République. Donc c'est le gouvernement de la République française qui, donc avant Pétain, vous l'avez compris, qui ouvre ce camp pour y interner tous les ressortissants du Reich qui étaient en France, allemands, autrichiens, certains tchèques, partant de l'idée qu'ils pouvaient constituer une cinquième colonne, ce qui déjà montre les injustices auxquelles conduisent des situations extraordinaires, en l'occurrence la guerre, on le sait bien, puisqu'on a interné en réalité 99% de gens qui étaient des amis de la France, qui étaient venus se réfugier en France parce que c'était des réfugiés anti-nazis ou antifascistes, et qui se sont trouvés tragiquement enfermés par la France parce que leur nationalité en faisait des suspects. Et bien entendu, dans ce genre de circonstances extraordinaires, on ne passe pas par la justice pour savoir qui on interne, qui on considère vraiment comme suspect, etc. Bon. Donc là, à peu près 10 000 personnes au total ont été internées. Certains se sont même suicidés tellement ils ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Presque tous étaient volontaires pour servir dans l'armée française contre l'armée allemande. Bref, une tragédie déjà et une injustice. Ce que j'en tire, avant de passer à la deuxième étape, qui est 1940-1942, ce que j'en tire et ce qui me semble que nous devons en tirer comme leçon, c'est que, je l'évoquais à l'instant, la démocratie ou la République, lorsqu'elle est sous contrainte, sous pression externe ou interne, peut être amenée, et est-ce qu'il faut juger? Je ne sais pas, en tout cas il faut savoir, qu'elle peut être amenée à prendre des décisions, ouvrir des camps, laisser se développer un climat xénophobe, c'est ce qui s'était produit à l'époque, parfois prendre des textes, bien sûr, qui sont déjà attentatoires aux libertés pour toutes les raisons du monde qu'on peut comprendre dans ces situations exceptionnelles, mais il faut déjà, sur un plan lucide et objectif, constater que c'est souvent ce qui se passe quand la démocratie est menacée, et que du coup, si les mesures que prend la démocratie ne sont pas suffisamment efficaces, et que du coup, un régime autoritaire prend le pouvoir, eh bien, il n'a plus qu'à se baisser, je dirais, pour trouver, et ça a été le cas pour Pétain, des textes, un état d'esprit, des camps, en l'occurrence le camp des Milles, mais d'autres aussi, où, à ce moment-là, le régime autoritaire interne se trompe souvent moins et interne ses ennemis. Et en l'occurrence, pour le camp des Milles, c'est une illustration parfaite, puisque en 1940, Pétain ne se trompe pas et garde dans le camp des Milles à peu près les mêmes que ceux que la République avait internés, parce que le régime de Pétain avait bien compris que c'était des ennemis du régime de Pétain, pas de la France, mais des ennemis du régime de Pétain. Donc là, on les garde et on y ajoute d'autres, des réfugiés des brigades internationales, des communistes italiens, des démocrates ou socialistes allemands, etc. Et dans ces deux périodes, 39-42, donc, on a une très forte intelligentsia qui se trouve concentrée au camp des Milles. Il y a deux camps d'ailleurs en Europe qui ont rassemblé les artistes et intellectuels, la plupart des artistes et intellectuels d'Europe centrale. Le camp de Térésine ou Theresienstadt
près de Prague, et le camp d'Émile. Et au camp d'Émile, on trouvait par exemple Hans Mellmer, Léon Feuchtwanger, donc des fondateurs du surréalisme, des grands écrivains, des prix Nobel, l'inventeur de la cortisone, etc. Bon, découvreur de la cortisone, etc. Ce qui créait d'ailleurs dans ce lieu et c'est important aussi comme leçon, ce qui crée une ambiance et une réalité aussi de résistance par l'art et la création. C'est-à-dire que c'est déjà une manière de constater qu'il n'y a pas que la résistance armée qui peut compter dans ce genre de cas, mais aussi la résistance par l'art. Et en l'occurrence, ils ont résisté en restant dignes, et humains face à l'entreprise de déshumanisation à laquelle ils étaient confrontés. Bon, très émouvant d'ailleurs. Il y avait des cours de physique, de chimie avec ces prix Nobel, des cours de langue puisqu'il y avait 38 nationalités internées, etc., etc. Bon. Et puis, donc ça, c'est la première et la deuxième étape avec un régime de plus en plus dur. Et puis, la dernière étape qui dure quelques semaines, en août-septembre 1942, c'est la suite de l'engrenage dont je parlais au début, sur des bases strictement identitaires, c'est-à-dire antisémites. Les hommes, femmes et enfants juifs sont déportés par Pétain. Nous sommes en zone libre, il n'y a pas d'occupation allemande, on n'est pas dans le schéma du Veldiv où le président Chirac a fort bien fait de reconnaître une responsabilité de l'État français, mais c'était des policiers français et un État français sous occupation allemande. Dans la zone sud, il n'y a pas d'occupation allemande. Et donc, les Juifs qui ont été livrés l'ont été de façon volontaire, au point que, volontaire de la part du gouvernement de Vichy, au point que Vichy a proposé les enfants, a proposé les enfants, y compris, la plupart d'entre eux, les enfants étaient des enfants français, nés en France, les a proposés aux Allemands qui ont mis beaucoup de temps avant de les accepter. Donc on les a mis en attente dans d'autres camps pendant que les parents partaient à Auschwitz. Ensuite, on a fait semblant de les déporter avec des femmes qu'on a prétendu présenter comme leur mère, puisqu'on ne sépare pas les familles, n'est-ce pas, lorsqu'on a eu le feu vert pour les déporter à Auschwitz, etc. Bon, donc voilà les trois grandes étapes du camp d'Émile qui, vous voyez déjà, montrent deux choses. La notion d'engrenage, chaque étape préparant la suivante. Et quand on discute par exemple avec les habitants du coin, du village d'Émile, on voit bien que chaque étape a préparé, facilité la suivante. Ils n'ont pas vu souvent de différence entre les différentes étapes parce qu'ils étaient mal informés, parce que chacun avait ses soucis, parce que, voilà. Il n'y a que la dernière étape où les enfants aussi ont été déportés qui a conduit, dans toute la France d'ailleurs, à un petit électrochoc. C'est pour ça que les Allemands étaient plus lucides que Pétain et n'avaient pas voulu accepter tout de suite, parce qu'ils savaient que les Français risquaient de réagir. C'est là que l'Église catholique enfin non, certains prélats de l'Église catholique ont commencé à réagir et que la population a commencé à se poser des questions sur Pétain. Bon. Donc voilà, si vous voulez, la base à partir de laquelle nous avons non seulement analysé les étapes de l'engrenage, mais aussi élargi, bien sûr, l'analyse à l'ensemble des processus qui ont conduit à la Shoah. Bon. Et ce qui me conduit plus brièvement à la séquence que j'appelais Histoire de la mémoire, parce qu'après 1942, que s'est-il passé ? Il s'est passé en gros, que pendant 40 ans, on n'a plus entendu parler de ce camp. Et globalement, on n'a plus vraiment entendu parler. Je cherche l'heure, elle est là. Donc je vais me rapprocher affectueusement de la montre. Voilà. Donc, entre 42 et 82, je suis précis, donc 40 ans, pendant lesquels on a, au niveau national, au niveau local, ignoré complètement l'existence même du camp d'Émile, ignoré volontairement ou involontairement, puisque personne ne s'en vantait. Et en même temps, c'est dans les années 80 que l'on a commencé
à parler des déportés juifs, donc de la déportation des juifs. Jusque-là, on parlait surtout des résistants et de la résistance. Puis on a commencé à parler des déportés politiques, donc essentiellement résistants. Puis, effectivement, à partir des années 80, on a élargi le focus à la déportation des Juifs. Ça a été le cas parce qu'il y avait eu effectivement cette évolution, parce que la génération qui était gênée d'avoir laissé faire, pour faire court, était en train de passer dans les années 80. Et puis aussi parce que l'antisémitisme, et notamment les violences antisémites, l'attentat de Copernic, etc., la rue Copernic, ont fait que certains anciens déportés, résistants, mon père était un ancien résistant, ont commencé à parler en se disant, là vraiment, ce n'est plus seulement un cauchemar qu'on a vécu et qu'il faut oublier le plus possible. Non, c'est quelque chose dont il faut parler parce qu'on voit bien qu'elle risque de recommencer. Il n'en était pas au stade comme aujourd'hui, de se dire que l'engrenage était déjà bien reparti, mais tout de même, ils voyaient suffisamment de signes que ce n'était peut-être pas que du passé. Donc ils ont commencé à parler, ils ont commencé à s'engager, et c'est ce que nous avons fait notamment sur place, au moment où le camp d'Émile, comme à peu près les 240 autres camps français risquaient d'être détruits, ou tout au moins en partie détruits. D'où une mobilisation, je vous passe les détails anecdotiques, mais qui sont intéressants, puisque personne ne savait en gros de quoi il s'agissait, et il a fallu vraiment une intervention à tâtons, j'allais dire, de Paris, pour bloquer les bulldozers le vendredi, alors que le lundi suivant, il devait intervenir pour commencer à détruire une partie de ce lieu, et en particulier une magnifique salle des peintures murales. Venez nous voir d'ailleurs. Une magnifique salle des peintures murales laissée par les internés avec beaucoup d'ironie, avec beaucoup de symbolique, comme savent le faire les gens qui sont sous domination. Ils savent se faire comprendre sans nécessairement que leurs gardiens ou que les autorités comprennent. Parfois les gardiens comprennent et ferment les yeux, parfois ils ne comprennent pas. Et ce sont des clins d'œil qui aujourd'hui sont tout à fait précieux. Donc, je vous disais cette histoire de la mémoire, et à partir de 1982, nous nous sommes mobilisés. Il a fallu 30 ans pour que le site mémorial émerge. Je vous dis ça parce que ça dit des choses sur la difficulté des peuples, et du nôtre en particulier, à accepter certaines vérités. En 1995, donc, Chirac avait pu dire, c'est-à-dire 50 ans après la guerre, avait pu dire, reconnaître la responsabilité française. Nous, il a fallu attendre 2012, parce que c'était une responsabilité encore plus grave, en zone occupée. Bon, alors comprenons-nous bien, et j'espère que la suite évitera des malentendus. L'idée n'est absolument pas de nous culpabiliser comme Français, absolument pas. De dire on a été méchant, on a été nul, on a été mauvais, surtout pas. Surtout pas, c'est la meilleure manière de créer des frustrations, des réactions, etc. Non, il s'agissait, et il s'agit toujours, de dire attention, notre peuple n'est pas à l'abri, et il l'a montré, n'est pas à l'abri, dans certaines circonstances, dans certaines situations, d'embardées terribles de crimes et de dérapages. Parce que surtout dans les années 80, mais encore en grande partie maintenant, l'idée de base, c'était... ce sont les méchants Allemands ou les méchants nazis qui ont tout fait. Et en gros, une fois que la petite moustache d'Hitler n'est plus là, le problème est réglé. Non. Non. Tous les peuples sont capables de dérives dans certaines circonstances. Et c'est le dernier volet, le principal, de ce que je voulais développer avec vous. C'est-à-dire, une fois que l'on a... pris conscience, que l'on s'est mobilisé, qu'on a eu pendant ces 30 années de lutte pour faire émerger ce lieu dont personne ne voulait, enfin au niveau des autorités. Ce n'est plus le cas maintenant, heureusement. Nous avons eu le temps de travailler, de faire des recherches pluridisciplinaires et, je le disais, intergénocidaires, pour se poser la question suivante, ou les questions suivantes. La première, je l'ai évoquée il y a un instant, comment faire pour que plus jamais ça? Les anciens résistants et déportés qui étaient avec nous
la génération suivante dans l'aventure mémorielle ou le travail mémoriel que nous avons avancé, que nous souhaitions mettre en place, ne voulait absolument pas que le travail mémoriel se fasse avec comme objectif principal ce que j'appelais il y a 5 minutes la mémoire révérence. C'est-à-dire, ça n'était pas d'abord pour qu'on se souvienne d'eux. D'ailleurs, la plupart d'entre eux, enfin tous, aucun d'entre eux plutôt n'était résistant ni déporté au camp d'Émile. Non, ce n'était pas leur souci. Ce n'était pas qu'on se souvienne en soi, en quelque sorte. C'était qu'on se souvienne pour que ça serve. Donc tout le travail qu'ils souhaitaient que nous fassions et que nous avons tenté de faire, c'est un travail de construction du lien entre l'histoire, en l'occurrence de la Seconde Guerre mondiale, de la Shoah, etc., et le présent à travers des outils permettant de décrypter le présent sur la base de l'expérience du passé. Pour donner un exemple très simple, ou plutôt une comparaison qui n'est pas parfaite, mais tout de même, c'est exactement comme une personne qui cherche à tirer parti des mauvaises expériences qu'elle a eues dans sa vie pour s'améliorer. Voilà, tout bêtement. Donc nous, c'était notre peuple, l'humanité en général, avons vécu des choses terribles. Comprenons, c'est la recherche, comment ces choses sont arrivées. Ça nous donnera une chance de plus d'éviter qu'elles ne recommencent. Voilà. Parce que c'est vrai que ce que nous transmettaient nos anciens, c'était qu'ils avaient rencontré en face d'eux, ils avaient subi, ils avaient combattu des hommes ordinaires qui étaient devenus souvent des monstres, mais qui n'étaient pas, pour la plupart d'entre eux, des monstres à la base. Simplement, un peu comme le système dont je vous parlais en vous disant qu'étape par étape, il devient monstrueux et criminel, de la même manière pour les individus, étape par étape, un homme ordinaire, mis dans des situations extraordinaires, peut se retrouver à commettre des actes terribles. Bon, vous connaissez pour certains d'entre vous l'expérience de Milgram, vous savez, avec les curseurs qui envoient de l'électricité à quelqu'un, en fait c'est un comédien mais il ne le sait pas, qui ne répond pas correctement. On s'aperçoit que des gens pris au hasard, et dans tous les pays du monde, l'expérience a été faite et refaite, peuvent en arriver sous pression d'une autorité, avec un blabla qui leur dit c'est bien que il faut que vous obéissiez à la règle scientifique qui est de d'envoyer de l'électricité à celui qui répond mal, et de plus en plus fort s'il répond de plus en plus mal, jusqu'à la mort supposée de la personne. Et on voit toujours dans cette expérience de Milgram, je vous recommande de rechercher sur Wiki ou ailleurs, on voit dans cette expérience de Milgram comment à chaque fois, comme dans la vraie vie, et comme on l'a constaté aussi dans l'histoire, il y a un moment où l'homme ordinaire, normal on va dire, réagit en disant non, écoutez, c'était une expérience, il n'a jamais été question de faire trop souffrir les gens, et arrive l'autorité qui dit ah bah attendez, vous vous êtes engagé pour aller jusqu'au bout de l'expérience, vous faussez tout, parfois vous avez reçu 3 sous pour faire cette expérience, et surtout je prends la responsabilité, moi, le chef de service, le prof, le scientifique, je prends la responsabilité. Bon, et dans ce cas-là, sur les 2 tiers qui avaient réagi en disant non, j'arrête, il y en a 2 tiers, dans ces 2 tiers, qui continuent. Et une fois que ce sursaut de conscience a eu lieu, cette prise de conscience et ce sursaut a eu lieu, ils vont jusqu'à la mort supposée. Et ça se passe en l'espace de quelques heures. On a plusieurs expériences psychosociales aussi qui montrent que en quelques semaines, 3 semaines en général, sur des expériences de 3 semaines, il suffit d'1 semaine pour que ceux qui participent à l'expérience se trouvent tellement embarqués, je dirais, dans ce qu'ils vivent que les expériences prévues pour 3 semaines s'arrêtent au bout d'1 semaine. Et dans l'histoire, je vous recommande aussi l'ouvrage de Browning qui s'appelle Des hommes ordinaires, le 101e bataillon de réserve de police allemande,
on voit des braves hommes, j'allais dire, hein, de 30, pas des gamins, qui se connaissent, etc., qui ne sont pas dans un contexte de brutalisation au départ, parce qu'ils ne font pas la guerre, et qui se retrouvent en une semaine à tuer hommes, femmes et enfants juifs en arrivant derrière la Wehrmacht, parce qu'ils en reçoivent l'ordre, après avoir vomi les premiers jours. Très normalement. C'était insupportable. Insupportable. Et pourtant, on leur disait, si vous ne voulez pas y participer, vous n'y participez pas, il n'y aura pas de sanction. Pourtant, bon, alors, quand on les interroge après, on ne voulait pas laisser les copains seuls se taper le sale boulot. Bon. Donc, vous voyez qu'à travers tous ces exemples, on s'approche de ce qui pour nous est l'essentiel, comprendre les mécanismes individuels, collectifs et institutionnels qui ont pu mener au pire et ceux qui permettent de résister. Et, je vous le disais, la démarche était bien entendu de s'appuyer sur l'histoire du camp d'Émile et plus largement de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah, mais immédiatement s'est posé la question, est-ce que ce qui s'est passé dans cette période et en Europe, est-ce qu'il y aurait un verre d'eau à l'horizon? Non. Donc, est-ce que ce qui s'est passé à ce moment-là est quelque chose que l'on peut généraliser, ou est-ce que c'est un accident de l'histoire? Bon, un accident de l'histoire qui peut se répéter, qui peut ne pas se répéter, mais c'est tout. Bon. Et la meilleure manière de répondre à cette question, c'est-à-dire de savoir si les enseignements de la Shoah et de l'histoire étaient des enseignements généralisables en quelque sorte, et donc applicables, universels, et donc applicables aussi au présent. Bon. La meilleure manière était de regarder d'autres cas. Et c'est donc ce que nous avons fait. Merci pour cela. Et c'est donc ce que nous avons fait en regardant, en particulier, je l'évoquais, le génocide au Rwanda. Une seconde, je vous prie. Le génocide au Rwanda, le génocide des Arméniens et les crimes à caractère génocidaire contre les Tziganes. Bon. Et à notre belle surprise de scientifiques et triste surprise de citoyens, nous nous sommes aperçus que c'était les mêmes mécanismes qui s'étaient reproduits, les mêmes étapes. Les mêmes étapes. Je vais... elle est où la petite? Elle est là. Par contre, je ne sais pas dans quel sens. Elle est là. Voilà, c'est bon, non? Voilà, parfait. Bon, donc vous ne voyez pas grand-chose, mais ce n'est pas grave. Le principal, c'est que vous voyez le type de schéma, si je puis dire. L'idée était de se dire, par conséquent, est-ce que, vous l'avez compris, ce qui s'est passé en Europe est exceptionnel, particulier? Alors oui, il y a des côtés particuliers. Il n'y avait pas partout un Hitler avec la petite moustache, il n'y avait pas partout des chambres à gaz, enfin il y a des choses particulières. Et c'est vrai que la Shoah reste le génocide le plus moderne, entre guillemets, puisque le maximum des progrès scientifiques et techniques de l'époque ont été mis en œuvre, et aussi les principes de bureaucratie ou les fonctionnements bureaucratiques sont relativement modernes. Bon. Mais en dehors de ces spécificités, est-ce que les mécanismes fondamentaux ont été les mêmes dans ces différents continents, dans ces différentes périodes et auprès de ces différents peuples? Eh bien, la réponse est oui. La réponse est oui, et c'est là qu'il y a cette convergence des mémoires que nous avons analysée dans le détail, croyez-moi, et qui conduit à ce schéma. Alors, ce schéma, qu'est-ce qu'il montre? Il montre que il y a plusieurs étapes qui conduisent des tensions ordinaires d'une société à l'extrême droite, au hasard, à un crime de masse ou à un génocide. Bon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, et je le redirai, j'espère, plusieurs fois, parce que c'est le lien fort avec notre thématique générale et celle de ces rencontres, le moteur principal qui fait aller des tensions ordinaires au crime de masse, c'est l'extrémisme identitaire.
Donc c'est l'identité, le souci ou la question identitaire poussée à son paroxysme. C'est la chose peut-être à retenir, la seule ou la principale de ce que je vous dis là. C'est le point commun. C'est-à-dire que, reprenons très rapidement les étapes. Dans toute société, il y a un terreau de tensions, d'idéologies différentes, d'opinions différentes, d'intérêts différents, et c'est tout à fait normal. Bon. Lorsque la démocratie s'affaiblit ou que les tensions s'accroissent trop, ou les deux, on a là une spirale, un engrenage qui peut s'enclencher, qui s'est enclenché chaque fois dans l'histoire. Et cet engrenage se développe en 3 étapes. La première étape est marquée par la montée, précisément, l'émergence d'un extrémisme identitaire. Autrement dit, dans des périodes où existent des tensions sociales, économiques, etc., on voit des minorités se saisir de la question identitaire pour en faire la question principale et du coup faire passer au second plan les questions économiques, sociales, écologiques, aujourd'hui, etc., etc. Certains ont pu dire que l'on remplaçait la lutte des races par la lutte des classes, pardon, par la lutte des races. Bon, je déteste le mot race parce que ça n'existe pas, les races, mais vous comprenez le sens. Bon. Donc, c'est très facile dans l'histoire, lorsqu'un peuple est déboussolé ou une partie d'un peuple est déboussolée, de lui dire, bouc émissaire, etc., c'est la faute aux autres. Ce n'est pas de ta faute, c'est la faute de, parfois en général c'est de la faute de personne, c'est un système qui a de personne ou de tout le monde, c'est un système qui a dérapé, donc c'est très facile de dire si ça a dérapé, c'est la faute aux Arabes, aux Juifs, aux Blancs dans l'autre sens, aux colonisateurs, aux colonisés, enfin bref, tout le monde se renvoie la balle. Bon. C'est très facile et ça mobilise des affects autrement puissant, le « eux » et « nous », ça mobilise des affects autrement puissants que la raison démocratique, que le dialogue de raison. Dans le dialogue de raison, on pèse, on sous-pèse, il y a un peu d'affect qui se glisse par-ci, par-là aussi, etc. Bon, mais on essaie quand même de se parler. Et c'est pour ça que je vous disais, quand la démocratie faiblit, les possibilités de dialogue et de raison reculent, et surtout lorsqu'il y a l'introduction de cette question identitaire, massivement, qui masque le reste. Bon. Donc, si l'on prend ce schéma, qui, je répète, vient de l'histoire, on a une étape 2 qui est l'étape médiane, dans laquelle, j'y vais tout de suite, nous nous trouvons actuellement en France, mais pas seulement en France, hein, les États-Unis, certains ont déjà passé le cap en Hongrie, etc. Bon. On a, je disais, 3 étapes. La deuxième étape, l'étape médiane, elle est caractérisée dans l'histoire par, donc c'est l'étape médiane, étape 2, bon, elle est caractérisée dans l'histoire par perte de repères, institutions attaquées et ébranlées, rejet des élites, crispations identitaires et brutalisation de la société. Bon. Et la séquence suivante dans la même étape, c'est régime autoritaire, internements arbitraires, limitation des contre-pouvoirs, presse muselée, etc., etc. Et puis après, on tombe carrément dans l'étape 3, qui est la dictature et les crimes. Bon. Nous en sommes au milieu de l'étape 2, c'est-à-dire à un moment où le basculement autoritaire est possible. Je pense que beaucoup d'entre vous ont par ailleurs cette intuition. Nous la confirmons depuis des années, puisque ces études sont faites tout de même depuis plus de 20 ans. Ce schéma s'est développé et malheureusement, ce schéma avance comme... enfin, la réalité plutôt avance en suivant ce schéma, avec des hauts et des bas. Je vais revenir sur les bas parce que c'est important de voir qu'il y a des possibilités de recul.
mais cela avance de cette sorte. Bon. Il faut savoir aussi qu'il y a dans le comportement individuel ou dans une approche psychosociale, on a des facteurs favorisants. La soumission aveugle à l'autorité, la passivité, les stéréotypes et les préjugés, bien sûr, l'effet de groupe. Bon, tout cela, ce sont des éléments qui favorisent j'allais dire le dégringage d'une société lorsque ces difficultés apparaissent. Bon. Donc, il faudra que je termine. Donc, vous voyez se dérouler ce processus. Nous avons essayé de quantifier. Voilà. Nous avons essayé de quantifier dans un indice d'analyse et d'alerte républicaine et démocratique tout ce que je viens de vous dire. Et vous pouvez constater, j'en termine là, que les risques pour la démocratie étaient à l'indice 100 en 1990. Ils sont aujourd'hui à l'indice 200, que je ne vous dise pas de bêtises, 1990, c'est ça. On est toujours à l'indice 100 et on en est maintenant à 508. Donc un risque multiplié par 5 depuis 1990. Bon, alors, très brièvement, l'indice est construit sur la base de données publiques et officielles très diverses, Commission nationale consultative des droits de l'homme, défenseur des droits, INSEE, CAF, etc. Bon, et c'était donc une combinaison que nous avons faite à partir des paramètres du passé. Autrement dit, on a repris les paramètres de chaque étape, on a essayé de leur affecter des chiffrages et des mesures qui existent par ailleurs et qui, de façon combinée, ont pu nous donner cela. Je disais que je vais terminer par l'indice, c'est vrai, mais dans l'indice, je veux terminer par quelque chose de positif, c'est-à-dire que vous voyez que notamment en 2016, après les attentats de 2015, on a un recul de l'indice, de la gravité et du risque, parce que la prise de conscience des Français après les attentats a été forte et que le discours des pouvoirs publics et l'action aussi des forces de l'ordre ont conduit à une résistance qui a fait reculer l'indice. Et plus généralement, pour terminer par une autre bonne nouvelle, c'est que lorsque nous rencontrons ces centaines de milliers de jeunes, parce qu'il y en a 500 à 600 par jour et on a fait passer 600 000, je crois, depuis une dizaine d'années, visites et ateliers, chaque fois, nous voyons, y compris pour ceux qui sont le plus éloignés de ces histoires, de ce passé, qui parfois arrivent pas très ouverts à cela, en 5 ou 10 minutes, la curiosité, la vitalité, l'intérêt de ces jeunes fait que nous arrivons, je crois, à faire notre travail. Merci. Alors pour tout vous dire, je crois que j'ai pas de micro. Ah, ça y est. Voilà, pour tout vous dire, il n'y a pas eu de questions tellement d'internautes, alors certainement parce que les propos étaient clairs. Voilà, merci pour cette analyse ou ces constats, on va dire très macro, vision grand large vraiment de la démocratie, des chiffres et de comment va notre démocratie. Alors du coup, moi je vais arriver avec mes questions. Voilà, qui serait la suivante. Si on parle à une échelle maintenant plus micro, j'ai envie de dire là où on a un champ d'action possible, vous parliez de passer de la mémoire de révérence à la mémoire utile pour agir, et vous qui êtes impliqué évidemment dans la partie de l'éducation, justement, est-ce que c'est éduquer à la mémoire? Est-ce que c'est la conscience peut-être, qui serait aussi un mot intéressant à éveiller, voilà, pour que la mémoire d'avant éveille la conscience de maintenant? Et du coup, quels seraient les 2 ou 3 savoir-être, j'ai envie de dire, à éduquer aujourd'hui pour résister, puisqu'on a vu que voilà, l'enjeu d'avoir une place, l'enjeu d'avoir une identité ou d'appartenir à un collectif peut conduire au pire. Comment est-ce que cela maintenant pourrait nous conduire au meilleur? Et quels seraient les ingrédients de l'éducation absolument incontournables aujourd'hui? Merci beaucoup pour cette question. Je vais bien sûr y répondre, mais auparavant, s'il y avait moyen de remplacer les questions des internautes par quelques questions de la salle, j'en serais très heureux. Bon,
Donc, pour reprendre votre question, d'abord, il faut savoir que, d'une façon générale, les pertes de repères, nous avons fait faire l'étude sur 70 pays, les pertes de repères concernent surtout un tiers de la population. J'allais dire presque toujours et dans tous les continents. Autrement dit, lorsqu'il y a des crises, des déstabilisations comme aujourd'hui, mais comme aussi sous la République de Weimar en Allemagne, ce n'est pas toute une population, ni même une majorité qui bascule ou qui se crispe. C'est environ un tiers. Mais ce tiers est tellement, j'allais dire, durci par des peurs, par des craintes, par des malaises, par des situations aussi de vie difficiles. Les inégalités sociales jouent un rôle essentiel dans tous ces processus. Bref, tout ça conduit ce tiers-là à se durcir parfois de plus en plus et à être rejoint parfois par une partie du tiers suivant, puisqu'il y a un tiers, je dirais, plutôt mou, un deuxième tiers, et puis un dernier tiers qui tire parti des pertes de repères pour créer ses propres repères, c'est-à-dire sa manière de fonctionner dans le couple, dans le travail, dans la vie, dans la politique. Bon. Donc déjà, cela limite un petit peu la gravité, si je puis dire, du problème, même si cela n'a pas empêché ni Trump aux États-Unis, ni bien d'autres exemples en Europe, Italie, etc., et les scores que font les extrêmes aussi dans notre pays. Bon. Donc, premier point. Deuxième point, il nous semble effectivement que le travail d'éducation est important, mais à condition de le mener sur le moyen et long terme, comme tout travail d'éducation, c'est ce que nous faisons dans les visites, les ateliers, etc., mais aussi de le mener à plus court terme. Autrement dit, il y a aujourd'hui une démocratie sur une ligne de crête, et sur une ligne de crête, on peut tomber presque à tout moment sous l'effet d'une bourrasque. Une bourrasque, ça veut dire concrètement d'attentats, de peurs particulières, de crise économique, etc. Bon. Donc ça veut dire qu'il faut aussi donner des pistes, en quelque sorte, pour une action immédiate. Bon. À différents niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau de l'école, étendu à des lieux éducatifs comme les nôtres. Bon. Le niveau de l'école, où, à mon avis, les programmes devraient être renforcés, non pas seulement, cela a été fait, sur des aspects historiques de la guerre, de la Shoah, etc., mais sur ce que j'évoquais dans la dernière partie de mon Sur la mécanique. Oui. Sur la mécanique, c'est-à-dire les outils d'alerte, ce schéma ou un autre. Hein, bon, mais voilà, que les jeunes puissent vraiment se situer, voir où on en est, des risques pour se motiver en quelque sorte, et pas simplement, oulala, il y a eu des erreurs, il faut faire attention. Bon. Non, on est à un certain moment dangereux de notre histoire. Bon. Et puis, je disais, il y a des pistes très pratiques. Je veux dire que ce que je dis souvent à des visiteurs, à des jeunes en particulier, c'est plusieurs choses. La première, lorsque tu te retrouves, puisque c'est un jeune, évidemment, je le tutoie, n'est-ce pas ? En général, il me tutoie aussi, donc il n'y a pas trop de déséquilibre. Ça va, c'est paritaire. Ça peut effectivement. Bon. Il n'y a pas d'identité qui se confrontent, qui font la guerre là-dessus. Je lui dis, écoute, lorsque tu te retrouves dans une situation où tu as une petite voix, vous savez le petit Jiminy Cricket, là on disait avant, je ne sais plus comment on dit maintenant, une petite voix qui te dit, attention, c'est pas bien ce qui se passe, c'est pas bien ce que tu laisses faire, c'est pas bien ce que tu fais parfois. Bon, écoute cette petite voix. Pas nécessairement pour la suivre, elle peut se tromper, mais c'est rare d'abord, et c'est de la voix de la conscience, tout simplement, qui te dit alerte. Il faut s'arrêter là, car nous nous apercevons dans l'histoire que c'est dans ces moments où on ne sait plus trop s'il faut intervenir, pas intervenir, faire, pas faire, etc. En général, on a cette petite voix qui dit attention et on ne l'écoute pas. Parce que c'est compliqué, parce que ça embête, parce que c'est pas, voilà, ça complique les choses et on n'a pas envie de s'embêter la vie, de prendre des risques, etc., etc. Bon,
Donc, ne la chasse pas, écoute-la. Et puis, lucidement, tu fais pas, très bien. Mais au moins, tu t'es posé et tu te retrouves pas après avec des remords souvent éternels de ne pas avoir réagi à des moments, etc. Bon. Donc, écoute sa petite voix. Deuxièmement, dans les périodes où l'on est sur une ligne de crête, donc sensible, il y a des choses qu'on avait acceptées jusque-là et qu'il ne faut plus laisser passer. Les blagues racistes, les saletés qu'on reçoit par Internet, on en reçoit tellement, on est blasé. Bon, les blagues racistes, bon, on a pu rire des Belges, des Juifs, des Arabes, etc. Bon, mais il y a des moments où c'est trop inflammable, où il ne faut plus. C'est interdit par le contexte. Bon, d'abord, c'est interdit par la loi, mais ça ne suffit pas en général. Mais c'est interdit par le contexte. Tu mets une allumette ou tu ajoutes ton allumette dans une atmosphère totalement viciée et explosive. Donc, ne laisse rien passer. Sur Internet, tu dis à ton correspondant, d'habitude tu ne réponds même pas, tu lui dis non, ça, tu ne m'envoies plus ce genre de truc, j'apprécie pas, en tout cas compte pas sur moi pour le relayer, qu'apparaisse dans la société une résistance. Il ne faut pas qu'il y ait le champ libre uniquement aux plus durs, aux plus agressifs, à ceux qui alimentent le eux et nous ou le eux contre nous. Bon, ça me paraît tout à fait essentiel. Et on s'aperçoit, parce qu'on fait aussi des sondages après, enfin des études après les passages au camp d'Émile, on s'aperçoit que pour un nombre significatif de cas, cela a pu conduire dans des classes, dans des groupes, parce qu'on fait aussi les centres sociaux, les prisons, etc., à des évolutions de comportement, et notamment au niveau des discriminations, que ce soit ethniques, religieuses ou nationalistes, puisque ce sont les trois identités les plus puissantes, quoi, les plus ravageuses qui peuvent conduire et qui ont conduit à la guerre, la discrimination ethnique, religieuse, l'extrémisme ethnique, religieux ou nationaliste. Je voudrais préciser à propos de l'identité, qu'il n'y ait pas de malentendu, je suis désolé, je suis un peu long, beaucoup même. Non, c'est bien, c'est bien. Bon, merci. Bien sûr que se poser les questions d'identitaire, c'est légitime, qu'il n'y ait pas de malentendu. Nous sommes tous amenés, et c'est normal, à nous demander qui nous sommes comme personne dans notre métier, en tant que jeune, en tant qu'époux ou épouse, ou compagnon ou compagne. En tant qu'homme ou femme. Homme-femme, bien entendu. Toutes ces facettes multiples, c'est intéressant d'ailleurs, de l'identité. L'identité est complexe, elle est variée, elle est plurielle, elle est multifactorielle pour chacun et pour les peuples, d'ailleurs, et pour les peuples. Bon, il est normal qu'on s'interroge là-dessus, d'où ça vient, quelle est la facette qui est actuellement en danger, à titre individuel, légitime. Là où se présente la difficulté, c'est l'extrémisme identitaire. C'est l'extrémisme identitaire. C'est lorsque l'on part de ces débats pour en arriver à des conclusions dures, d'exclusion et parfois violentes. Pas toujours, parce que violentes au sens physique, mais le chemin est montré par les violences verbales, bon, et les idéologies d'exclusion. Bon. Donc, oui à la question identitaire, non à la domination du débat identitaire dans une société. C'est tout à fait l'essentiel. Et vous savez d'ailleurs d'une façon générale, le piège dans ces sujets, je parle des facteurs qui font aller jusqu'au bout, pourquoi ça va si loin et si fort dans l'histoire? Mais c'est parce qu'une bonne partie des mécanismes qui conduisent au pire sont des mécanismes au départ normaux et inévitables. Je prends un exemple archi simple, les stéréotypes. C'est absolument nécessaire à la pensée humaine d'avoir des stéréotypes. C'est-à-dire, je vois arriver une personne qui a les cheveux blancs au hasard, etc. Immédiatement, je dis personne âgée et j'ajoute dans ma tête, parce qu'on m'a construit comme ça, personne plus faible physiquement, ou au contraire plus sage, ou les deux à la fois.
Et vous voyez bien toute une série de nébuleuses, de mots-clés ou de caractéristiques qui viennent s'ajouter à une perception qui fait que vous faites rentrer la personne que vous avez en face de vous dans une catégorie. Donc les stéréotypes et les catégorisations, elles sont inévitables. Et pourtant, c'est la matrice de tout le reste. Alors comment on fait ? On fait attention à ce que j'appelle le curseur du diable. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là ? Le curseur du diable, c'est la difficulté diabolique de situer le curseur au bon endroit. C'est-à-dire, oui, faire des catégories, je ne peux pas ignorer que ce gars-là, il a les cheveux blancs, etc. Bon, et que donc, il ne court peut-être pas le 100 mètres aussi vite que moi, quoique. Bon, mais jusqu'où j'en tire des conséquences ? Est-ce que ça va, par exemple, jusqu'à dire il est vieux, il n'a pas droit à l'assistance respiratoire ? Bon, ce qui maintenant commence à se répandre aussi. Bon, vous voyez quelqu'un de basané, entre guillemets, il n'est pas de chez nous. Qu'est-ce que ça veut dire de chez nous ? Bon, mais bref, il n'est pas de chez nous. Alors il y a un petit peu de vrai qu'il n'est pas de la souche, machin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, mais si ça n'allait jusque-là, ça n'allait que jusque-là, c'est-à-dire constater une peau un peu plus sombre ou beaucoup plus sombre, etc. Mais non, derrière viennent des craintes, des peurs, des fantasmes, ou au contraire, à l'inverse, des culpabilités. Je vais être encore plus gentil parce qu'il est soumis au racisme, etc. etc. Bon. Donc c'est tout ce paquet-là pour lequel il faut être attentif au curseur. Oui, un minimum de constat, non, sur les conséquences, et notamment négatives, que l'on peut en tirer. Et c'est valable pour toute une série d'éléments. La soumission aveugle à l'autorité, c'est une horreur. C'est ça qui a fait que des millions d'hommes ont obéi à des salauds pour faire des saletés. Bon. Et pourtant, la soumission à l'autorité, elle est normale. Je veux dire que nous exerçons tous plus ou moins des autorités, où nous avons exercé, où nous sommes soumis à des autorités, des élèves dans une classe, etc., etc. On les accepte plus ou moins, mais globalement, on sent bien qu'il faut d'un peu d'autorité. Là encore, curseur. Oui, un peu, mais pas au point, aveuglément, de sauter par la fenêtre parce qu'on nous donne l'ordre, ou plutôt d'envoyer quelqu'un par la fenêtre. Voilà. Un dernier message que vous auriez envie de... Voilà, avant de poursuivre la conversation, puisque vous serez juste après en dédicace et disponible aussi pour poursuivre un petit peu. Un mot de la fin, un message que vous n'auriez pas encore dit, transmis. Écoutez, je crois que je ramènerai ça à une phrase de Gramsci que mon père me répétait souvent, qu'il faut parfois dominer le pessimisme de l'intelligence par l'optimisme de la volonté. C'est-à-dire, vous l'avez compris, cet instinct vital qui fait que malgré tout, on avance et en général, on l'emporte, car la liberté l'emporte toujours. Voilà, merci. Donc je vous le disais, vous allez pouvoir poursuivre la conversation avec Alain Chouraqui juste à l'entrée du TNBA. Et vous êtes ici aussi pour, à la suite d'une dizaine d'ouvrages, signés pour ceux qui le veulent, dédicacer Le Vertige identitaire, qui est votre dernier livre. Tirer les leçons de l'expérience collective. Comment peut-on faire basculer la démocratie, paru en 2022 aux éditions Actes Sud. Voilà, merci Alain Chouraqui. Pour nous, rendez-vous à 14h pour la suite, avec 2 tables rondes et une carte blanche aussi à Gilles Boeuf. À tout à l'heure.